et j'avais préparé quelque chose d'un peu théorique, j'essayerai de faire quelque chose d'un peu plus simplifié parce que l'heure ne se prête pas trop à des divagations très théoriques. Je voulais faire une histoire en gros conceptuelle de la contingence, de l'idée de contingence qui est pour moi au centre de la mode, mais ne confondons pas tout. Déjà mon titre, je voudrais tout de suite écarter un malentendu. Je dis le temps, la mode et le temps du nihilisme. En fait, mon titre original, c'était encore un peu plus ambigu, c'est la mode est nihiliste. Et donc, avec ça, on pouvait croire que je me plaçais tout de suite dans les esprits chagrins dont vient parler tout de suite que Françoise vient de citer, donc de cette théorie, de cette pensée en fait, de gros pan de la pensée contemporaine, qui est une pensée critique et qui ne peut réfléchir sans juger, mais qui juge qui ne peut connaître sans juger, mais qui juge sans pas connaître grand-chose. Donc, tout de suite, je voudrais dire que quand je parle du nihilisme, je parle de quelque chose de différent qui me positionnait dans ce jugement justement un peu moraliste, moralisant dont on a parlé, de voir quelque chose de si superficiel. Au contraire, je pense que dans ce phénomène mode dont on a parlé, qu'on a essayé de dire, mais dans cette surface même, on trouve peut-être la réalité même de la temporalité ou d'une modernité. Et là, je ne suis pas trop d'accord avec Françoise, même si je pense que, justement, déjà il faudrait comprendre qu'est-ce que c'est la mode. La mode n'est qu'une construction, la mode dont nous tous on a parlé ici n'est qu'une construction complètement moderne, parce qu'il n'y a pas un discours de la mode. Personne n'a jamais fait un discours original de la mode à partir de la mode. Il y a toujours un discours sur la mode, mais il n'y a jamais un discours de la mode. Autant il y a eu des manifestes, les artistes ont pris la parole pour dire « nous on veut ça », il n'y a jamais eu, à ma connaissance, des créateurs qui ont fait des manifestes en disant « la mode c'est ça ». Donc ça aussi, nous, il faudrait dire déjà qu'on parle d'un objet construit. Donc pour comprendre qu'est-ce que cet objet, la logique de cet objet construit, il ne faut pas avoir l'illusion d'être des observateurs de premier degré. Il faut simplement se positionner un peu en retrait, fonctionner comme des observateurs de deuxième degré et essayer d'être des observateurs des observateurs. C'est-à-dire qu'est-ce que cet objet construit dont on a vu des liens avec la modernité que Françoise a contesté, dont on a dit qu'il est fortement axé sur l'idée de nouveauté, etc. Qu'est-ce que ça signifie? Moi aussi, je pense que si on interroge en tant qu'observation de deuxième degré cet objet complexe et on écarte l'illusion d'avoir affaire avec la réalité elle-même, on peut essayer de comprendre les paradoxes qui tient à la modernité. Ces paradoxes qui fait que dans la modernité a dû résoudre un paradoxe de concilier en fait l'individu avec une société, un individu qui avait une revendication de liberté, une stabilité, avec une société qui n'est pas simplement empiétée sur cette liberté de l'individu revendiqué par l'individu, mais aussi et tendait à les rendre de plus en plus instables. C'est-à-dire la modernité a créé quelque chose que l'individu, et en même temps a créé les conditions pour une instabilité constante de l'individu. Et moi je veux dire que ce dont on parle, cette temporalité typique de la mode, sur laquelle je vais m'attarder, a rendu possible, malgré tout, avec une sorte de surenchère de la contingence et une surenchère de la stabilité, a rendu possible de sauver cette instabilité de l'individu lui-même. Donc, justement, je pense que la temporalité de la mode, c'est une temporalité pas tellement axée sur la nouveauté. Ce lien qu'on a fait entre mode et modernité est bien plus profond que les liens qu'on a pu créer entre mode et nouveauté. La nouveauté n'est qu'un moment très 19e
et une partie du XXe siècle qui appartiennent à la mode. Je pense que la temporalité de la mode, c'est une temporalité caractéristique d'ailleurs de ça que j'appelle la culture et la culture absolue, la culture moderne, une temporalité qui est axée sur une temporalité de la déception. En fait, chaque événement de la mode est chargé d'une promesse, mais de sa propre déception. Il est appelé à décevoir, en fait, exactement. Il est là pour être immédiatement substitué. Il n'est pas quelque chose de cyclique, c'est quelque chose d'absolument immédiat. Et c'est ça qu'il faut penser comme quelque chose qui n'appartient pas justement à une temporalité cyclique, classique, traditionnelle. C'est vraiment une temporalité de la déception. La mode, chaque événement de la mode, comme d'ailleurs chaque événement de ce que j'appelle la culture absolue, chaque image est porteuse d'une promesse qu'elle est destinée à décevoir, donc qui engendre une attente, mais tout de suite une déception. La chose particulière de la mode est que cette déception est ontologiquement inscrite. C'est vraiment son marquage, on peut dire. C'est la temporalité de la déception. Évidemment, on a beaucoup glosé, Simmel a été largement cité. On pourrait citer un auteur italien qui est très connu, Giacomo Leopardi, qui dans une des petites œuvres morales, il écrit un petit texte qui s'appelle La mode et la mort, où en fait dit, c'est un petit conte moral, où évidemment la mode là aussi est la sœur de la mort, parce qu'elle aussi a affaire avec ces sortes de changements, avec cette finitude qui la caractérise. Mais en fait, je pense que c'est donc la frénésie moderne des emails. Moi, je pense que c'est plutôt cette temporalité qui est paradoxale d'une déception où chaque déception ne fait pas arrêter les systèmes, mais au contraire sert comme une sorte de volant pour relancer la machine. Donc c'est cette temporalité que je vais essayer de suivre un peu dans une sorte de parcours historique, une sorte de temporalité absolue de la contingence. En fait, pour moi, c'est pour ça que la mode est caractéristique d'une certaine modernité, mais quand je dis modernité, je dis plus que nouveauté, je dis une tendance à avoir une temporalité de la contingence absolue, une absolutisation de la contingence. Et on peut dire que si on trace un peu la naissance de la mode, en plus de cet objet construit de la mode, on peut la placer au moment où il y a un passage entre une contradiction une société construite autour d'une contradiction asymétrique, on peut dire, comme disait Cosel, ou pour citer aussi Louis Dumont, ça qu'il appelait un englobement du contraire, c'est-à-dire une contradiction qui structurait une société de manière hiérarchique. L'exemple classique est la différence entre les Grecs et les barbares. La différence entre la société classique pour les Grecs, les barbares, c'était des gens, des peuples inférieurs qui donc étaient différents et étaient aussi inférieurs. Mais en structurant cette différence asymétrique, finalement c'était une différence englobante, c'est-à-dire en marquant d'un marqueur négatif les barbares. Au fond, on les englobait dans un entier, dans une société globale. Je pense que la modernité est née quand ce système, cette différence asymétrique, a été remplacée par des différences qui sont immanentes, c'est-à-dire des différences excluantes, complètement excluantes, des différences conflictuelles, on peut dire. C'est-à-dire quand ce système hiérarchique, une société structurée de manière hiérarchique, a été substitué, remplacé par une société qui est structurée par un ensemble de systèmes autopoïétiques, on peut dire, des systèmes fermés entre eux et qui prend en charge chacun, on peut parler de l'éducation, du droit, de la morale, de la médecine. Et chacun de ces systèmes, de manière autonome, prend en charge les vivants, l'individu, les construit et les déconstruit. Donc, c'est cette forme de stratification, et c'est là, justement, où l'individu qui était né, qui était un
un résultat aussi de cette déstructuration d'une société hiérarchique, il naît, mais pour être tout de suite menacé dans sa stabilité par cette sorte d'accélération. Quand on a en production d'événements contingents qui ne tiennent plus sous aucune idée transcendante, sous une divinité, par rapport aux relations qui les dépassent, évidemment, la stabilité de cet individu qui naît par la modernité est complètement menacée. Mais en fait, comme je disais, malgré tout, la modernité a mis en place ce que j'appelle une politique inflationniste de la contingence, justement pour pour sauver la stabilité d'un individu qui est constamment menacé par cette production pléthorique d'événements contingents qui s'accélère de plus en plus avec le cours de la modernité. En faisant de manière un peu rapide, parce que là, vraiment il est très tard, donc c'est compliqué, on peut dire que la première tentative, on peut dire, c'est au XVIIe siècle. D'ailleurs, on peut aussi positionner peut-être de manière la naissance de la mode telle qu'on la connaît, en tout cas les origines très lointaines, dans la cour de Versailles, justement où les individus sont mis en concurrence entre eux, donc d'une manière très 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 accélérée. Ils sont plus, évidemment, il y a encore le roi qui tient et qui est une sorte de garant, mais les individus, il y a déjà une mise en concurrence très 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 forte. D'ailleurs, on peut dire que encore au XVIIe siècle, la relation de cette contingence par rapport à quelque chose qui la tient, quelque chose qui est transcendant, qui est immanent, qui est nécessaire, etc., elle est encore un peu trouble. D'ailleurs, il y a pléthore d'écrits des premiers libertins du XVIIe siècle ou des moralistes qui, en fait, parlent d'une stabilité constante des mœurs et des représentations. D'ailleurs, je peux en citer quelques-uns. Par exemple, François de Grenaille, il dit l'individu doit être toujours le même dans l'éternité, il ne l'est jamais dans le temps. Donc il y a évidemment une réflexion où Charles Jolet, dans les questions d'amour, il dit les manières nouvelles dont se sert ne durent guère, et c'est ce qui fait tant d'inconsistance. Donc, vous voyez bien, il y a déjà un souci sur un individu qui est dont les représentations et les mœurs changent tout le temps. Mais évidemment, cet individu, en étant encore à imago Dei, quelque part, il est constant dans son idéalité, même si tout autour de la société fait qu'il soit amené à des changements très, très rapides. Comme dans la cour de Versailles, il y a cette figure centrale du roi qui change, qui dicte les règles, et il y a cet changement, c'est la cour qui est cette concurrence des seigneurs autour. Donc, il y a ça. Dans le XVIIIe siècle, ce changement attend l'individu dans son corps même. On peut dire que l'individu n'est plus une entité fixe soumise à des changements externes, comme était au XVIIe siècle pour les libertins, dont c'était les mœurs et les représentations qui changeaient autour de cet imago Dei qui quelque part devait rester fixe, mais c'est l'individu même qui est soumis à un changement. Ce changement, encore, il n'est pas complètement contingent parce qu'il est dirigé vers un but, vers le but de son amélioration. Évidemment, les Lumières prétendaient une sorte de temporalité qui était évidemment axée comme une flèche vers un progrès infini. Les écrits de Condorcet, etc. Donc, la personne est encore perfectible. C'est-à-dire que cette contingence, quelque part, est encore quelque part soumise à une idée de nécessité d'un bien, d'un bon, d'un juste, qui est toujours à venir, qui est toujours là, qui n'arrive jamais, mais qui est toujours, comme on peut dire, appelé à se manifester. Donc, on peut dire que les vrais changements s'opèrent, et là, je vais couper beaucoup et c'est très, très compliqué, mais c'est un passage qui m'intéresse beaucoup, justement le passage
là où, en fait, ces changements, cette perfection de l'individu devient clairement entre en crise avec la fin de la Révolution française, la réaction romantique, etc. Au XIXe siècle, en fait, aussi cette idée de perfectivité tombe. Donc, ce que j'appelle la contingence devient vraiment quelque chose d'absolument libre, en fait. Et c'est au XIXe siècle, d'ailleurs, qu'on peut dire la mode, ou cette idée de contingence qui est pour moi ontologiquement fondamentale dans l'idée de ces changements qui est propre à la mode, en relation avec la nouveauté. On a abondamment parlé du texte de Baudelaire, évidemment, mais par exemple, Friedrich Schlegel dit aussi quelque chose dont on n'a pas trop parlé, qui est très important, surtout à partir du XIXe siècle, c'est l'idée de l'intéressant. Par exemple, Friedrich Schlegel dit ce qui est intéressant peut devenir toujours plus intéressant. Donc il y a ça que j'appelle une totale immanence de la contingence de l'événement à partir du XIXe siècle et d'une grande partie du XXe siècle. Ce qui est intéressant, donc, c'est que cette temporalité, donc, qui était une temporalité de la promesse, attente, déception, est de plus en plus axée sur le troisième moment de cette déception. S'il y avait l'idée des promesses au XVIIe, même si c'était une promesse justement qui est encore tenue par une idée d'une divinité, après cette promesse, on peut dire, s'immanentise dans le XVIIIe siècle avec la perfectivité de l'homme. Après, l'idée des promesses presque s'évapore pour laisser une sorte d'espace ou accès complètement à la contingence, cette idée, comme je disais au début, d'une déceptivité, si on peut dire, d'une déception qui est ontologique, qui est immédiate, qui est prévisible à l'événement. Tant qu'à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, même avec les crises des avant-gardes, etc., on peut dire qu'il y a aussi une désolidarisation, on peut dire, de l'idée de la mode qu'on a tellement voulu lier à l'idée de nouveauté avec l'idée de nouveauté. Je pense que justement, il y a de plus en plus une palette de plus en plus complexe d'instruments pour créer une sorte de contingence. C'est les vintage, la récupération. Les vintage ne signifient pas les retours du même. Ça ne signifie pas une temporalité, les retours en temporalité cyclique. Ça signifie simplement la reprise et les changements de quelque chose qui est différent d'un événement qui est justement destiné à décevoir, à s'effacer. Donc, c'est exactement cette temporalité en fait de la déception, malgré tout, qui donne cette stabilité à un individu qui est fortement instable. Donc, le paradoxe que je voulais pointer, donc, c'est exactement ça, d'avoir une constance dans la déception même, dans la création d'une négativité constante. C'est pour ça l'idée du nihilisme, qui est pour moi au cœur même, et je ne vais pas voulu m'attarder parce que l'heure est très avancée, donc c'est très complexe d'expliquer dans tous les passages, mais cette négation, donc cette déception qui est liée évidemment à une négation constante, est au cœur même de la mode et encore plus au cœur même de la modernité ou de ce que j'appelle la culture absolue. Donc, ce n'est pas une négation de la société, mais c'est une négation qui crée du vide, du néant. Donc, c'est pour ça que la mode nihiliste, pas parce qu'elle est néant, mais parce qu'elle est créatrice du néant, d'une temporalité néantificante, on peut dire. Donc c'est avec ça que je conclue et je vous laisse un peu la parole. Si vous